Alors, voilà la partie 3 donc, de cet TD numéro 21, donc la dernière partie, ce qui va donc clôturer nos révisions de première année. Alors, il reste quelques exercices, des petits exercices de cristallographie. Donc, après avoir abordé la dernière fois, donc dans le détail, la structure cubique face centrée, nous allons maintenant voir des structures un petit peu différentes qui sont au programme. Dans l'exercice 8, on va vous parler donc de cristaux ioniques. Alors, le composé ionique NH4Br cristallise sous deux formes allotropiques alpha et bêta. Il y a une variété qui est du type CSCl et l'autre du type NaCl. Donc nous allons, d'ailleurs c'est le but de la première question, nous allons décrire ces structures. Alors on travaille sur ce qu'on appelle un cristal ionique. Donc dans un cristal ionique, il y a donc des anions et des cations évidemment, et la cohésion de l'ensemble se fait par des liaisons ioniques, électriques si vous voulez, entre les charges moins et les charges plus, entre les cations et les anions. Alors concernant la structure CSCl, alors CS c'est le césium, Cl le chlore. En fait, c'est le cation CS+, et l'anion Cl-, l'ion chlorure. Alors, on va voir que cette structure, elle est basée sur ce qu'on appelle un pseudo-CC. CC, c'est cubique centré, un pseudo-cubique centré. Alors, le mieux, c'est de voir effectivement donc, la structure. Vous l'avez ici. Donc, vous voyez que les boules rouges forment une structure cubique, et au centre, effectivement, donc, c'est occupé. Donc, pseudo-cubique centré, parce qu'un vrai cubique centré, c'est une structure de cristal métallique. On l'a vu la dernière fois sur une petite photo, hein. C'est-à-dire qu'on a des atomes au sommet du cube et un au milieu du cube, mais par exemple les atomes de fer. Alors que là, c'est une structure pseudo-cubique centrée, parce qu'on va voir que ce ne sont pas les mêmes ions qui sont au sommet et qui sont au centre. Alors en effet, schématiquement, voilà la structure CSCl, donc les cations CS+, alors par exemple, on met le cation CS+, au centre du cube, et les anions Cl-, donc au sommet du cube. Donc voilà pourquoi c'est un pseudo-cubique centré. Un vrai cubique centré, pour un cristal métallique, on aurait les mêmes atomes au sommet et au centre. Alors, la population. La population, c'est le nombre de motifs CSCl. Dans un cristal ionique, il y a ce qu'on appelle un motif, c'est-à-dire une association entre cation et anion. Et là, il y a un seul motif. Alors, par exemple, si on a mis CS+, au centre, il compte pour 1, il est au milieu du cube. Et les ions Cl- au sommet du cube, ils comptent pour 1 huitième, donc 8 fois 1 huitième, donc ils comptent pour 1. Donc il y a un CS+, un Cl-. Donc on dit qu'il y a un seul motif. Alors attention, hein, pas de panique, on peut inverser les deux. Hein. Si vous mettez Cl- au centre et CS+ au sommet, c'est exactement la même structure, le même cristal. Donc on dit que la structure elle est parfaitement inversable, réversible. On peut inverser Cl-, Cl+, ça n'a pas d'importance. Alors ensuite, la coordinance. Alors la coordinance entre CS+, et les Cl-, ou entre Cl- et les CS+, alors c'est évidemment la même puisqu'on peut inverser CS+, et Cl-, et c'est 8. Alors c'est très simple à comprendre, hein. Si vous prenez CS+, au centre du cube, il a 8 voisins Cl-, avec la plus petite distance possible de A racine de 3 sur 2, donc la demi-grande diagonale. Donc la coordinance c'est 8 dans ce cristal. Ensuite le contact. Alors là le contact entre guillemets évidemment, hein, c'est la distance la plus petite entre un cation CS+, et un anion Cl-. Et là on voit bien que la distance la plus petite, c'est A racine de 3 sur 2, ici. Ou alors si on prend A racine de 3, on a donc 2RCS+, et 2RCl-. Donc voilà ce qui va caractériser donc, la distance la plus petite d'approche, ou le contact entre guillemets. On définit ainsi ce qu'on appelle le rayon ionique de CS+, et de Cl-. Voilà. Alors maintenant la structure NaCl, puisque dans cet exercice on vous demande d'étudier une autre structure de cristal ionique, la structure NaCl, donc Na+, Cl-, cation, anion. Alors elle est basée sur un pseudo-cubique face centré. Encore une fois, évidemment, c'est pas un vrai cubique face centré, un pseudo-cubique face centré. Donc là, vous avez la structure, avec des boules bleues, des boules vertes. Alors comme on peut le voir, effectivement, les boules bleues occupent un cubique face centré, donc on a des boules bleues au sommet du cube et au centre de toutes les faces. Et on a les boules vertes qui sont au milieu des arêtes, et il y en a une qui est au milieu du cube. Donc ça fait penser à des choses qu'on a vues la dernière fois, en effet. Donc cette structure NaCl, c'est un pseudo-cubique face centré. Alors il y a 4 motifs NaCl. Alors par exemple, on peut dire que les ions Cl- occupent un pseudo-cubique face centré, donc il y a 4 Cl-. Donc on va par exemple dire que les ions Cl- ils sont au sommet du cube et au milieu des faces. Donc ça, on a vu que ça fait 8 fois 1 huitième plus 6 fois 1 demi, donc ça fait 4 Cl-. Et puis les Na+, ils sont au milieu des arêtes, et il y en a un au milieu du cube. Ça fait penser au site octaédrique. On vous a redessiné un octaèdre.
Il y a des sites octaédriques, on a vu qu'il y en avait 4, donc il y en a un au milieu, et il y en a 12 qui comptent pour un quart au milieu des arêtes, donc 4. Donc on a 4 motifs NaCl dans la maille de la structure NaCl. Donc par exemple, pseudo-cubique face centrée pour les ions Cl-, et les Na+, dans tous les sites octaédriques, 4. Évidemment, là aussi, on peut inverser. Vous pouvez inverser Cl- et Na+, c'est-à-dire que le pseudo-cubique face centrée, c'est les ions Na+, et que les ions Cl- occupent tous les sites octaédriques. Ça ne change rien du tout à la structure, c'est exactement la même, elle est parfaitement inversable, comme la structure CsCl. Concernant la coordinance, alors c'est-à-dire entre Na+, et Cl-. Si vous prenez un cation Na+, il a combien de voisins Cl- à la plus petite distance possible, ou alors Cl- et ses voisins Na+, ça va être la même, puisque c'est inversable de toute façon. C'est 6 ici. Effectivement, si vous prenez une arête, sur une arête, vous avez par exemple Na+ au milieu et puis Cl- donc au sommet, et là, la distance, ça ne peut pas être plus petite que ça. Donc vous avez A qui est égal à 2R Na+, plus 2R Cl-. Voilà ce qui va définir les rayons ioniques de Na+, et de Cl- dans cette structure. Alors maintenant, on revient à l'exercice, proprement dit. Alors dans cet exercice, on vous demande de calculer en assimilant l'ion ammonium, donc NH4+, à une sphère de rayon R de 150 picomètres, le rayon de l'ion bromure, donc Br-, dans la structure bêta NH4Br, donc c'est-à-dire bêta NH4Br, ça doit être celle qui est de type NaCl. Donc structure NaCl, le A bêta, donc le côté du paramètre, on vient de le voir, c'est donc 2RNH4+, plus 2RBr-, c'est ce qui définit donc le contact entre les cations et les anions. Le A bêta, on vous l'a donné, le RNH4+, on vous l'a donné, donc RBr-, ce serait 195 picomètres. Ensuite, on vous demande d'estimer une valeur approchée A1 du paramètre cristallin A-alpha, c'est-à-dire du côté du cube si la structure du cristal NH4Br était alpha, donc de type CsCl, donc pseudo-cubique centré, en supposant qu'il y a invariance du rayon ionique avec la coordinance, c'est-à-dire qu'on va supposer que le rayon de Br-, c'est le même. Et à la fin de l'exercice, on va voir que ce n'est pas vrai. Donc en supposant que le rayon de Br- ne change pas avec la coordinance, puisque la coordinance, elle va passer de 6 à 8, elle était de 6 dans le NaCl, elle passe à 8, donc on n'a pas la même coordinance, on n'a pas le même environnement, si vous voulez, autour de cet anion Br-. Et on va quand même supposer que RBr- structure alpha et structure bêta vaut toujours 195 picomètres. Donc dans la structure alpha type CsCl, on a vu que la condition de contact c'était A1 racine de 3 qui est égale à 2RNH4+, plus 2RBr-. Donc on en déduit A1 qui serait 398,4 picomètres. Alors dans la question 3, on va essayer de trouver la valeur exacte. Donc pour cela, on vous donne la masse volumique exacte de alpha NH4Br. Donc ça c'est facile, il suffit de prendre un volume, pas microscopique, de prendre un échantillon, son volume, sa masse, on a la masse volumique, et on va essayer d'en déduire la valeur exacte du paramètre de maille. Donc la masse volumique de NH4Br alpha, donc c'est la masse molaire d'NH4Br sur Na, donc la masse d'un motif NH4Br, puisqu'on est dans le type CsCl, il y a un seul motif, sur A2 au cube. Voilà. Donc la masse molaire d'NH4Br, on la trouve, et on a A2 qui vaut 406 picomètres. Donc en effet, on constate bien que ce n'est pas la même chose que tout à l'heure, puisque nous on avait évalué A1 à 398,4 picomètres. Donc il n'y a pas une énorme différence, mais quand même, à l'échelle microscopique, c'est quand même une différence notable. Ça veut dire que le rayon de l'anion Br- dans la structure alpha, si je reprends effectivement la condition qui est ici, en supposant que le rayon d'NH4+, lui, n'a pas changé, je trouve 201,6 picomètres au lieu de 195, donc il y a une petite différence, en supposant que le rayon de NH4+, ne change pas. On en déduit donc que le rayon de Br-, il augmente avec la coordinance. Pourquoi? Parce que dans la structure bêta, il y avait 195 picomètres, on avait une coordinance de 6, on est au milieu d'un octaèdre si vous voulez, et on passe à une coordinance de 8 dans la structure alpha, j'oublie un S ici, car on est au milieu d'un cube. Donc le rayon, il augmente avec la coordinance. Donc voilà pour ce premier exercice sur deux structures de cristal ionique à connaître. Alors il y en aura une troisième à connaître qu'on verra tout à l'heure à la fin. Et là on va passer donc à un cristal covalent. Le cristal covalent, il y a une seule structure à votre programme. Alors c'est le germanium, qui est un semi-conducteur, qui cristallise dans le type diamant. Alors le type diamant, donc c'est forcément un cristal covalent, avec un paramètre de maille de 566 picomètres. Alors on vous demande de décrire la structure, donc ça tombe bien, puisque nous on est là pour réviser. Donc cristal covalent, ça veut dire qu'il y a des vraies liaisons chimiques covalentes entre les atomes. Alors la structure diamant, cristal covalent,
elle est basée sur un pseudo-cubique face centré. Évidemment, ce sont des atomes de carbone dans la structure diamant. Et les atomes de carbone vont occuper un pseudo-cubique face centré et la moitié des sites tétraédriques. Alors en effet, ça on va le voir sur le croquis. Donc vous avez effectivement une maille cubique, donc avec des atomes de carbone qui sont au sommet, des atomes de carbone au milieu de toutes les faces, et en plus la moitié des sites tétraédriques occupés. Alors il y a 8 sites tétraédriques dans le cubique face centré, donc il n'y en a que 4 occupés. Donc vous avez 2 en bas, donc un ici, et 2 en haut, un ici, un ici. Ils sont un peu en quinconce si vous voulez. Alors par contre, ce qu'il faut remarquer, c'est que là, en noir foncé, on vous avait représenté les liaisons covalentes. Donc si je prends par exemple un atome de carbone au hasard, je constate qu'il va faire 4 liaisons covalentes avec 4 atomes de carbone. Celui-là c'est pareil, 1, 2, 3, 4. Celui-là pareil, 1, 2, 3, 4. Donc voilà, donc c'est ce qui fait de la structure cristal covalent diamant une espèce de super molécule, puisque tous les atomes sont indirectement liés les uns aux autres par des liaisons covalentes. Alors je dois avoir un autre schéma sur lequel vous allez peut-être voir un petit peu mieux. Donc voilà, vous l'avez ici. Donc, toutes les petites boules blanches ce sont des atomes de carbone. Donc on retrouve la structure cubique face centrée, les sommets, le milieu des faces et la moitié des sites tétraédriques. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Avec, pour chaque atome de carbone, vous avez remarqué 4 liaisons covalentes. Donc voilà pourquoi on pourra dire que la population c'est 8 atomes de carbone. J'en avais 4 pour le pseudo-cubique face centré et 4 pour les sites tétraédriques. Donc il y a 8 atomes de carbone dans une maille cristal covalent diamant. La coordinance évidemment c'est 4. Alors le plus simple, c'est la même pour tous les atomes de carbone, n'importe lesquels. Donc le plus simple c'est de dire je vais prendre celui qui est dans un site tétraédrique par exemple ici, et celui qui est dans le site tétraédrique il est au milieu du petit cube de côté A sur 2, et vous voyez bien qu'il a 4 voisins, donc 1, 2, 3, 4, à la distance A racine de 3 sur 4, puisqu'on est au milieu d'un petit cube de côté A sur 2. Donc la coordinance c'est bien 4 à la distance A racine de 3 sur 4. Donc on retrouve bien que le carbone est tétravalent, ça on le sait depuis longtemps. Donc chaque atome de carbone fait 4 liaisons covalentes avec d'autres atomes de carbone. Car la coordinance elle définit aussi la distance la plus petite, donc la distance de la liaison covalente entre les atomes de carbone. Donc chaque atome de carbone dans ce cristal aura 4 voisins à la plus petite distance de A racine de 3 sur 4, et avec ces 4 voisins il fait une liaison covalente. Voilà, et c'est tout. Et chaque atome de carbone fera la même chose. Donc le contact, entre guillemets, c'est bien sûr à A racine de 3 sur 4, où là on a 2 fois RC, et RC on appelle ça le rayon covalent. Donc c'est le rayon de l'atome de carbone dans la liaison covalente. C'est pour ça qu'on dit que c'est une super molécule, parce qu'ils sont tous indirectement liés, les atomes de carbone entre eux, donc c'est très difficile à casser. Ça a une grande dureté, c'est un des matériaux les plus durs qui raye quasiment tous les autres matériaux. Il y a une grande stabilité, il faut fournir beaucoup d'énergie pour le casser ou pour le détruire. Alors pendant qu'on y est, sa compacité, le taux d'occupation. Alors si je prends donc une maille cubique, donc le cube au sens géométrique, il y a 8 boules de carbone, donc 8 fois 4 tiers de pi r cube, sur A au cube. Et en utilisant la relation de contact de tout à l'heure, donc A racine de 3 sur 4 égale 2R, on trouve un résultat intrinsèque, pi racine de 3 sur 16, c'est pas à prendre par cœur évidemment, qui fait 0,34, 34%. Donc finalement on est un peu déçu, parce que c'est très peu compact. On avait 74% pour un cristal métallique type fer ou palladium cubique face centré, 74%, et là on a 34%, c'est beaucoup moins compact. En fait il y a beaucoup de trous, beaucoup de vide. Ça reste néanmoins très solide et très dur, mais c'est pas très compact. Alors, pour finir l'exercice, une fois qu'on a décrit, c'est facile, donc le rayon covalent du germanium dans le cristal covalent de germanium, type diamant, donc A racine de 3 sur 8 égale RGE, donc 122,5 picomètres, la compacité 0,34, elle est intrinsèque, elle ne dépend pas de R, et la masse volumique du germanium, 8 fois la masse d'un atome de germanium, masse molaire sur nombre d'Avogadro sur A au cube, donc 5318,2 kg, mètre-3, donc bon, ça coule, c'est quand même plus grand que l'eau liquide. Et enfin, on va terminer la cristallographie par une dernière structure à connaître, et c'est la dernière à connaître. Alors attention, il y a beaucoup d'autres structures cristallographiques évidemment dans la nature. Là, on ne revoit que celles qui sont exigibles, que celles qui sont à votre programme. Si jamais c'est déjà arrivé, vous tombez sur une structure cristalline qui n'est pas exigible, qui n'est pas à votre programme, on va vous la décrire complètement dans le sujet.
Alors, le carborundum SiC cristallise avec une structure de type blinde. Alors, la structure de type blinde, c'est la dernière structure à voir ensemble. C'est un cristal ionique, ZnS, donc c'est Zn2+, les cations S2-, les ions sulfure à base de soufre. Donc là, vous avez effectivement donc, une image de cette structure. C'est un cristal ionique, évidemment. Donc par exemple, les cations Zn2+, on va les retrouver donc, sur un pseudo-cubique face centré, donc au sommet et au milieu des faces. Et les anions S2-, sulfure, ils occupent la moitié des sites tétraédriques. Tiens. Bah, ça fait penser à la structure diamant de cristal covalent tout à l'heure, où on avait les atomes de carbone en pseudo-CFC et la moitié des sites tétraédriques. Voilà, c'est pas la même structure, on est bien d'accord. Ça s'inspire de cette structure. C'est pour ça que la structure blinde, ZnS, Zn2+, S2-, on dit que c'est un pseudo-diamant. Alors il y a 4 motifs, ZnS, en effet, puisque par exemple on dit que Zn2+, occupe le pseudo-cubique face centré, donc il y en a 4, et les S2-, la moitié des sites tétraédriques, donc il y en a 4. Donc pseudo-CFC, moitié des sites tétraédriques, ça fait penser au diamant, c'est pour ça qu'on dit aussi que c'est un pseudo-diamant. Donc il y a 4 motifs ZnS. Alors là aussi, une dernière fois, on peut inverser Zn2+, et S2-, dire que c'est S2-, le pseudo-CFC, Zn2+, la moitié des sites tétraédriques, et ça ne changera rien, la structure c'est exactement la même, donc pour vous c'est rassurant, on peut inverser les deux. La coordinance, alors la coordinance de S2- avec Zn2+, ou de Zn2+ avec S2-, ça va être la même chose puisque c'est inversable, c'est 4 à la distance A racine de 3 sur 4. Alors pour le voir, on peut par exemple prendre ce petit schéma. Vous retrouvez les Zn donc, dans le pseudo-CFC, les S dans un site tétraédrique. Là, par exemple, si vous prenez ce S-là, il est donc au milieu d'un tétraèdre où il y a 4 Zn. Donc il a 4 voisins Zn, les plus proches possibles, à la même distance de A racine de 3 sur 4. Et vous pouvez dire que c'est exactement la même chose pour tous les S. Et si je prends un Zn, il aura 4 S, pareil, à la même distance, puisque la structure est inversable. Donc on retrouve la même coordinance que dans le diamant covalent avec le carbone. Le contact, entre guillemets, la distance la plus petite, c'est A racine de 3 sur 4 entre Zn2+ et S2-, donc ça définit le rayon ionique de Zn2+ et de S2-. Donc voilà, on a décrit la dernière structure qui était à votre programme, la structure ionique type blinde, qui fait penser à un pseudo-diamant. Encore une fois, inspiré d'un pseudo-cubique face centré. Alors maintenant, on revient donc à l'exercice, donc SiC, donc c'est Si2+, silicium, et C2-, les anions carbure. Alors là, on vous précise rien, donc par exemple, la première question c'était d'écrire la structure et préciser les différentes coordinances. Donc là, vu que c'est inversable, c'est vous qui choisissez. Donc Si2+, on va dire que c'est le pseudo-cubique face centré. Donc il a 4 voisins C2- à A racine de 3 sur 4, et C2-, il a 4 voisins Si2+, à A racine de 3 sur 4 aussi, puisque c'est inversable. Donc par exemple, on dit que C2- est au milieu d'un tétraèdre, avec les 4 Si2+, autour, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc Si2+, pseudo-CFC, C2-, la moitié des sites tétraédriques, mais on peut inverser. Alors je ne sais pas si c'était vraiment exigible dans cette question, mais au cas où, si on s'intéresse à la coordinance des Si2+, mais entre eux, c'est-à-dire sans s'occuper des C2-, des anions, Si2+, puisque c'est un pseudo-CFC, la coordinance c'est 12. C'est la coordinance d'un cubique face centré. Donc c'est 12 Si2+, à la distance A racine de 2 sur 2. Alors en effet, si vous occupez que des Zn2+, ici, si vous prenez celui qui est au milieu d'une face, il est à la distance A racine de 2 sur 2 de ces 4 voisins ici. Alors je ne vous remontre pas le schéma parce qu'on l'a vu la dernière fois. Et en tout, il y en a 12 qui vont être à la distance de A racine de 2 sur 2. Et évidemment, pour les C2-, c'est pareil puisqu'on peut inverser. Donc le C2-, on peut dire que lui aussi est dans un pseudo-cubique face centré avec une coordinance de 12 entre eux, c'est-à-dire avec les C2- à la même distance à racine de 2 sur 2. Alors pour la représentation en projection, ça c'est souvent demandé. Alors, pas forcément que cette structure. Donc là, je vous ai représenté le cube donc en perspective avec l'axe des Z vers le haut. Z égale 0, donc on est ici, et Z égale A, vous êtes en haut. Et là, on veut faire une vue, donc on regarde vue de dessus. Et dans un plan, on veut représenter tous les ions qui vont intervenir. Donc les Si2+, et les C2- qui sont assurés en rouge. Donc on commence évidemment par Si2+, qui occupe un pseudo-cubique face centré. Donc au sommet du cube, en réalité, j'en ai deux. J'en ai un en Z égale 0 et en Z égale A. Voilà. Donc là, et là. Ensuite, j'ai ceux qui sont au milieu des faces, donc en Z égale A sur 2, donc là,
là et là. Voilà, j'ai terminé avec les SI2+. Les C2-, c'est la moitié des sites tétraédriques. Donc j'en ai 2 qui vont être à A sur 4, celui-là et celui-là, et 2 qui sont à 3/4 de A, ici et ici. On pouvait inverser, on pouvait dire que là c'est A sur 4 et là c'est 3/4 de A, ça ne changera rien. En tout cas, vous avez bien décrit la structure avec une projection dans un plan. Et enfin, calculer le rayon de l'atome de Si, sachant que l'atome de carbone, alors ils auraient plutôt dire le cation Si2+, l'anion C2-, bon, enfin bon, souvent il y a des abus de langage dans les sujets, conserve la valeur qui est la sienne dans le diamant. Donc on va supposer que le rayon du carbone et le rayon de C2-, c'est le même, 77 picomètres. Donc là, bah, vous utilisez la relation dite de contact, hein, donc A racine de 3 sur 4 égale R Si2+ plus RC2-, en supposant que RC2- égale RC égale 77 picomètres, donc R Si2+, 110,9 picomètres. Le silicium, c'est plus gros que le carbone. Et enfin, la compacité donc, de cette structure. Alors attention, hein, ce n'est pas un vrai diamant, donc on ne va pas retrouver 0,34 et on va voir que ce n'est pas intrinsèque. Donc il y a 4 motifs, donc c'est 4 fois 4 tiers de pi RSI2+ au cube, donc 4 boules de SI2+, plus 4 tiers de pi RC cube, les 4 boules de C2-, divisé par A au cube. On va trouver 0,37, 37%, donc c'est très peu compact aussi. Alors là, par contre, ce n'est pas une valeur intrinsèque, évidemment, hein, puisque le rayon de Si2+, et le rayon de C2-, c'est pas le même. D'ailleurs, les compacités des cristaux ioniques, donc NaCl, CSCl et ZNS, ne sont pas intrinsèques, hein, dépendent de la taille, effectivement, des cations et des anions. Et pour la masse volumique, bah, les 4 motifs, donc 4 fois la masse molaire de SiC sur le nombre d'Avogadro sur A au cube, donc 3249,7 kg/m-3, donc ça coule, là aussi, hein, c'est plus important que l'eau liquide. Et voilà, on a terminé les révisions de cristallographie. En tout cas, on a revu l'essentiel, hein, pour que vous puissiez traiter les questions de cristallographie. Il y en a toujours une ou deux, hein, dans les sujets, mine-pont, centrale, CCINP, il y a toujours une ou deux questions de cristallographie. C'est jamais très difficile, c'est dommage de ne pas prendre les points. Souvent, vous avez un schéma qui est fourni avec, donc c'est vraiment de l'analyse d'une structure qui est souvent redonnée à travers un schéma. Alors, on va terminer donc nos révisions et cette séance à travers des exercices de cinétique. Alors, on avait déjà abordé un petit peu la cinétique dans un DL, je crois, cette année, hein, avec le taux d'alcoolémie dans le sang, si je me souviens bien. Mais là, on va revoir les notions importantes. Même chose, la cinétique, bah, ça peut faire l'objet de quelques questions. C'est dommage de ne pas les traiter, même si c'est de la première période de première année, hein, du début de première année. Alors, dans l'exercice 11, on s'intéresse à une réaction d'oxydoréduction. Réaction d'oxydoréduction entre les couples SDO8 de moins et SO4 de moins, oxydant réducteur, O2H2O oxydant réducteur. Donc on fait bien réagir l'oxydant le plus fort, le réducteur le plus fort, donc c'est bien une réaction d'oxydoréduction spontanée qui va se faire toute seule. Donc je vous ai écrit les demi-équations redox, l'équation Milan. Alors quand on fait de la cinétique, on essaie d'avoir les coefficients stoichiométriques les plus petits possibles côté réactif, c'est pour ça que j'ai choisi 1 et que j'ai divisé par 2 de l'autre côté, j'ai mis un demi. Puisque là, on va chercher à exprimer la vitesse de cette réaction. Donc, en pratique, ça ne change rien au final, mais en pratique, on aime bien avoir des coefficients stoichiométriques les plus petits possibles pour les réactifs. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ça, c'est la réaction. Alors maintenant, pour la cinétique de cette réaction, bah, sa vitesse, c'est donc K, une constante de vitesse, concentration de SDO8 de moins puissance alpha, fois concentration de H2O puissance bêta. Donc ça, c'est une loi empirique de cinétique. Et K, une constante de vitesse. Alors l'unité de K, elle dépend bien sûr des coefficients alpha et bêta, donc pour l'instant on ne sait pas trop. Or, en solution aqueuse, puisque vous êtes en solution aqueuse en PSI, la concentration d'H2O, bah, elle est énorme, elle est vraiment, H2O étant très très large excès. Donc la concentration de H2O, elle restera constante, hein, peu importe la réaction qui se produit. Donc ce terme-là, on va dire que c'est quelque chose qui va rester constant. Donc on va définir une constante de vitesse apparente, K', et on va faire ce qu'on appelle une dégénérescence de l'ordre, en disant que la même vitesse, hein, de la réaction, bah, on va plutôt l'écrire K', concentration de SDO8 de moins puissance alpha, avec K' égale K fois concentration de H2O puissance bêta. Donc on a une constante de vitesse apparente, K', et on va dire que la réaction elle a un ordre alpha. Alors c'est une dégénérescence de l'ordre, puisque bêta, en fait, bah, on ne va pas pouvoir le déterminer, puisque H2O ne variera quasiment pas pendant la réaction. Alors, dans l'exercice, on vous demande de prouver que la réaction est d'ordre 1. Donc si elle est d'ordre 1, bah, alpha égale 1, donc à ce moment-là, la vitesse, ce sera K' fois concentration de SDO8 de moins. Maintenant, la définition de la vitesse d'une réaction, bah, par définition, c'est donc moins la dérivée par rapport au temps de la concentration de SDO8 de moins,
ou moins la dérivée par rapport au temps, la concentration de H2O, mais ça on va éviter puisque ça varie quasiment pas, ou plus 1,5 dérivé de la concentration de H+, ou plus 1,5 dérivé de la concentration de SO8 ou 2 fois la dérivée de la concentration de O2. Donc nous, bien sûr, on va rester sur SO8 En identifiant donc la loi empirique et la définition de la vitesse d'une réaction, on obtient une équation différentielle du premier ordre. Donc pour une cinétique d'ordre 1, ça paraît cohérent. On la résout. À t égale 0, donc on a cette concentration. Dans l'énoncé, on appelle C de t la concentration de SO8 C0 la concentration de SO8 à t égale 0. Et on doit vérifier que ln de c en fonction du temps, ça doit donner une droite décroissante. Donc là, le tableau de valeur, vous le mettez dans la calculatrice, vous faites une régression linéaire. Et en effet, on obtient un coefficient de corrélation de 0,999, enfin excellente corrélation. Donc on peut valider l'hypothèse que alpha est égal à 1, donc que la cinétique est d'ordre 1. Ensuite, en déterminant la pente donc, de cette droite, on remonte à K', la constante de vitesse apparente, qui est forcément positive. Une constante de vitesse est toujours positive. Et on va trouver 5×10-3 minutes moins 1. Alors, l'expérience a été réalisée à 80 degrés Celsius, puisqu'une constante de vitesse, ça dépend de la température. 5×10-3 minutes moins 1, vous pouvez rester en minutes moins 1, ça n'a pas d'importance. Alors, pour une cinétique d'ordre 1, la constante de vitesse, c'est un temps moins 1, toujours. Alors, pour la question suivante, on va avoir besoin de la constante de vitesse à 25 degrés Celsius. Or, on l'a obtenue à 80 degrés Celsius. Donc pour cela, on va utiliser la loi empirique d'Arrhenius, qui nous dit que la constante de vitesse, c'est donc un coefficient pré-exponentiel, dont l'unité est la même que l'unité de K', donc ça dépend de l'ordre de la réaction, fois l'exponentielle de moins EA sur RT. Donc EA, c'est l'énergie d'activation en joule mol moins 1. R, c'est la constante des gaz parfaits en joule Kelvin moins 1 mol moins 1, et T, la température qu'il faudra absolument mettre en Kelvin. Donc pour déterminer le coefficient grand A, qu'on ne connaît pas, on va déjà, et on vous a donné l'énergie d'activation. Ah oui, alors le petit piège habituel, c'est que l'énergie d'activation, on vous la donne en kilojoules mol moins 1, il faut la mettre en joule mol moins 1. Voilà. Sinon, vous ne trouverez pas le bon résultat. Donc A, je vais le donner en minutes moins 1, ça n'a pas d'importance. Donc T, il faut absolument le mettre en Kelvin, 273 plus 80. Donc EA, 140 000 joules mol moins 1, et vous allez trouver le coefficient grand A, 2,61, 10 puissance 18 minutes moins 1. C'est toujours énorme, le facteur pré-exponentiel. Ce qui nous donne donc pour K' à 25 degrés Celsius. Donc c'est le même A. Le A, il ne dépend pas de la température. L'énergie d'activation non plus. Le R non plus. Vous changez T. Voilà, vous passez à 273 plus 25. Et vous allez avoir la constante K' à 25 degrés Celsius. 7,52, 10-7 minutes moins 1. Donc c'est beaucoup plus petit que tout à l'heure. Alors c'est parfaitement cohérent. Ça appelle bien sûr un commentaire. C'est parfaitement cohérent parce que la température, c'est toujours un facteur cinétique. Ça influe toujours sur la vitesse de n'importe quelle réaction chimique. Donc si la température diminue, la vitesse diminue, et donc la constante de vitesse diminue, et là on le voit nettement. En passant de 80 degrés Celsius à 25 degrés Celsius, la constante de vitesse, elle est passée de 5×10-3 minutes moins 1, je crois. C'est ça, à 10-7, donc ça a énormément chuté. Donc la réaction va être beaucoup plus lente à température ambiante de 25 degrés. Alors on vous demande d'évaluer le temps à 1%. C'est-à-dire le temps au bout duquel il reste 99% du réactif. Donc la concentration de SO8 vaut alors 0,99 fois la concentration initiale. Voilà, vous remplacez dans la formule et vous avez le T1%. On trouve 9,28 jours à 25 degrés Celsius. Alors par exemple, si c'est un principe actif, on parle beaucoup de vaccins en ce moment, ça veut dire qu'on va pouvoir conserver le principe actif à 99% plus de 9 jours. Alors si on veut le conserver beaucoup plus longtemps, vous avez compris, on met ça dans des frigos, voire dans des congélateurs, voire des super congélateurs à moins 80 degrés, si on veut conserver pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, un principe actif. Bon, SO8 c'est pas un vaccin non plus, mais bon, c'était juste faire une analogie. Le T1%, on constate en effet qu'il est indépendant de la concentration initiale. Donc si vous multipliez par 10 la concentration initiale, vous ne changerez pas le T1%. Alors ça, c'est vraiment une caractéristique des cinétiques d'ordre 1. Les T1%, les T5%, les T10%, les temps de demi-réaction, tout ça, c'est indépendant de la concentration initiale du réactif. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique des réactions d'ordre 1. Enfin, de cinétique d'ordre 1. Alors, on continue nos révisions donc, de cinétique avec l'exercice 12. Où là, on s'intéresse effectivement à de l'urée. Donc une molécule organique présente dans les urines, évidemment.
qui est susceptible de se décomposer donc en carbonate d'ammonium en solution aqueuse, donc spontanément en présence d'eau, pour donner donc deux ions, l'ion carbonate et l'ion ammonium. Alors on vous demande de définir la vitesse de décomposition donc, de l'urée, donc moins d sur dt de la concentration de l'urée, ça c'est la définition. Le signe moins, c'est parce que la concentration de l'urée elle diminue et que la vitesse c'est positif, c'est défini dans le sens direct. La loi empirique, K', concentration d'urée puissance alpha fois concentration d'H2O puissance bêta. Bon, on l'a déjà expliqué tout à l'heure, hein, donc on va passer à K, concentration de l'urée à puissance alpha, avec K, une constante apparente, égale à K' fois concentration d'H2O puissance bêta. H2O reste constante puisqu'on est en solution aqueuse et que c'est en très très large excès. La constante K, elle est en seconde moins 1. Ça, on vous a dit que son unité, c'était la seconde moins 1. La vitesse, c'est toujours démol litre moins 1 seconde moins 1. C'est toujours une concentration divisée par un temps, hein, une vitesse de réaction. Donc, on en déduit que alpha, c'est forcément égal à 1, puisque la concentration, c'est démol par litre. Donc, lorsqu'une constante de vitesse est un temps moins 1, on vient de le voir tout à l'heure, c'est que la réaction est forcément d'ordre 1. Donc, alpha est forcément égal à 1. Je ne vous refais pas la démonstration, on vient de la faire. Donc, la concentration de l'urée, ce sera la concentration de l'urée à t égale 0 exponentielle moins kT. Là, ce qu'on vous demandait, c'était le t 80%. Donc, c'est-à-dire le temps au bout duquel il ne reste que 20% d'urée. Donc, concentration d'urée égale 0,2, concentration d'urée à t égale 0. Donc, le t 80%, on trouve 11,18 heures. Donc, à la température de 300 Kelvin, je ne dis pas de bêtises, ça doit être ça. 350 Kelvin. À 350 Kelvin, effectivement, pour décomposer 80% de l'urée présente en solution aqueuse, il faudra donc 11,18 heures. Une demi-journée. Alors, dans la question 4, on va essayer de travailler à une température légèrement plus basse, donc 300 Kelvin, donc 350, 300 Kelvin, donc on descend de 50 degrés. Et on va vous demander de calculer à nouveau le temps à 80%. Donc là, on a besoin de la loi d'Arrhenius. La constante de vitesse à 350 Kelvin, c'est donc A exponentielle moins EA sur RT', T' 350. On vous a donné l'énergie d'activation. Encore une fois, là, attention, méfiance, il faudra la mettre en joule mol moins 1, les donner en kilojoule mol moins 1. Donc R, bien sûr, vous sera rappelé. Et on obtient donc le facteur pré-exponentiel, qui lui ne dépend pas de la température. 2,38 10 puissance 20 secondes moins 1, c'est énorme, mais je vous ai dit, hein, c'est toujours énorme, les facteurs pré-exponentiels. On en déduit donc le K à 300 Kelvin, le A ne change pas, le EA ne change pas, le R c'est une constante, et T on prend 300. Et là on trouve 2,97 10 moins 9 secondes moins 1. On a baissé la température, donc ça baisse K, c'est logique, et donc on va diminuer très fortement la vitesse. Alors en effet, le T à 80% à 300 Kelvin, on va trouver 17,2 ans. Donc on passe d'une demi-journée à plus de 17 ans. Donc la réaction devient quasiment infiniment lente. En baissant simplement de 50 degrés. Donc on stoppe la décomposition de l'urée en solution aqueuse. 300 Kelvin, ça fait donc température ambiante à peu près. Hein. Donc à température ambiante, en fait on stoppe la décomposition de l'urée en solution aqueuse. Si on chauffe un peu, en une demi-journée, on aura 80% de l'urée qui se sera décomposée. Donc vous voyez, la cinétique a une influence cruciale, bien sûr, sur les réactions chimiques. Ensuite, dans la question 5, en présence d'enzymes, alors ça doit être l'uréase, effectivement, hein, la constante de vitesse de décomposition de l'urée à 300 Kelvin devient énorme. 3 10 puissance 4, alors qu'on était à 10-9. Alors on vous demande quel est le rôle de l'uréase. Alors évidemment, comme toute enzyme, c'est un catalyseur. C'est-à-dire que c'est une espèce qui ne va pas modifier le bilan de la réaction, qui ne va pas intervenir dans le bilan de la réaction chimique, mais qui va influencer sa cinétique et sa vitesse énormément. Alors, en faisant quoi ? En fait, en modifiant l'énergie d'activation. Donc un catalyseur, en fait, il est là pour modifier l'énergie d'activation, et donc pour modifier la cinétique de la réaction. Alors en effet, K' égale A, donc le A il n'a pas changé, le T il n'a pas changé, le R il n'a pas changé, le K' il a changé, on vous a donné sa valeur. On en déduit donc la nouvelle énergie d'activation, 91,3 kJ mol moins 1, donc ça a fortement diminué, puisqu'on était à 166 kJ mol moins 1. C'est le rôle du catalyseur, c'est en fait de diminuer l'énergie d'activation. Donc on a besoin de fournir une énergie d'activation plus faible pour attaquer la réaction, donc elle se fait plus facilement et ça augmente énormément la constante de vitesse, donc la vitesse. Et en effet, le T à 80%, il devient égal à 5,4 10-5 secondes, donc la réaction elle devient quasi instantanée. Donc on est passé de 17 ans à 10-5 secondes en mettant un enzyme.
donc en mettant un catalyseur qui va donc être régénéré. Donc en fait, ce que vous avez mis, vous le récupérez intégralement, puisqu'il n'influence absolument pas le bilan, mais il va énormément influencer la cinétique. Alors il est temps d'aborder maintenant un exercice de radioactivité. Et oui, car la radioactivité, en tout cas la cinétique de la radioactivité, elle est traitée par les lois de la cinétique chimique. Alors la radioactivité, on est bien d'accord, ce n'est pas de la chimie, puisque ça touche les noyaux, et tout ce qui touche les noyaux des atomes, c'est de la physique, physique nucléaire. Nucléaire, noyau. La chimie, c'est uniquement le nuage électronique, c'est ce qui touche les électrons. Et encore, pas tous les électrons, uniquement les électrons de valence, hein, on l'a rappelé la dernière fois. Alors ça n'empêche que la radioactivité sera traitée par les lois de la cinétique. Alors on s'intéresse à un isotope de l'argent 110, qui est radioactif. On vous donne sa période, donc son temps de demi-vie, de 149 jours. C'est-à-dire c'est le temps nécessaire pour diviser par 2 donc, la population de cet isotope. Et ce temps, en fait, il ne dépendra pas de la population initiale, puisqu'on va voir que c'est une cinétique d'ordre 1, hein, tout ce qui est radioactivité. On donne K la constante de vitesse, N de T le nombre de radionucléides, donc le nombre de noyaux radioactifs si vous préférez, à la date T, N0 le nombre initial. Donc établir l'expression de N de T. Alors ça c'est vraiment une base à savoir faire sans problème. La radioactivité est un phénomène physique, ça touche le noyau. Sa cinétique elle est toujours d'ordre 1, donc V égale moins dN sur dt égale Kn, avec N effectivement le nombre de noyaux radioactifs, donc N de T égale N0 exponentiellement KT. Donc, les radionucléides, les noyaux radioactifs, leur population va diminuer avec une exponentielle décroissante. À t égale lambda, le temps de demi-vie, n de t égale n0 sur 2, et en effet, k égale ln de 2 sur lambda, et on voit que c'est indépendant de n de 0, ça ne dépend pas de la population initiale. Donc, peu importe l'échantillon, la quantité, le nombre de noyaux radioactifs à t égale 0, vous aurez toujours le même temps de demi-vie. Alors ça donne pour K 2,78 10-3 jours, hein. Je suis resté en jours, c'est pas très grave, on n'avait pas précisé autre chose. Dans la deuxième question, on vous parle de l'activité d'une source radioactive. Alors ça c'est important parce que c'est ce qu'on va mesurer avec les appareils de mesure, donc c'est ce qu'on appelle le Becquerel. Donc ça correspond au nombre de désintégrations par seconde, et souvent c'est même une activité massique qu'on va mesurer, donc par kilogramme. Donc par kilogramme ou par gramme d'ailleurs, si c'est des tout petits échantillons. Alors on donne l'activité au départ, 1,76 10 puissance 14 Becquerel gramme moins 1. On vous demande de donner l'expression de l'activité à une date t quelconque. Alors, ça paraît un peu compliqué, en fait, c'est très simple. N de t, c'est N0 exponentielle moins kt, ça on l'a vu. Hein. Donc dN sur dt, le nombre de désintégrations par seconde, donc c'est moins k N0 exponentielle moins kt, donc moins kn. Vous divisez par la masse, vous mettez un signe moins, et vous avez bien l'activité qui est positive, donc le nombre de désintégrations. Alors dN sur dt c'est négatif, hein, donc moins dN sur dt, donc le nombre de désintégrations positives par seconde divisé par la masse. Vous mettez de l'autre côté, et là vous retrouvez A de 0, donc le nombre de désintégrations, donc AT égale 0, massique, en divisant par la masse. Donc en fait, A de t c'est A de 0 exponentielle moins kt. Donc on a la même loi mathématique que pour N de t. On vous demande ensuite de calculer le temps en jours au bout duquel l'activité de l'échantillon est devenue égale à 5 10 puissance 13 Becquerel gramme moins 1, alors qu'elle était de 1,67 10 puissance 14. Donc il y a juste à utiliser la formule avec l'exponentielle, donc la date t, moins 1 sur k ln de a sur a0, on va trouver 452,7 jours, donc quasiment un an et demi, au bout d'un an et demi. Alors là, on est sur des échelles de temps qui paraissent relativement longues, mais sachez qu'il y a des noyaux radioactifs avec des périodes... malheureusement d'ailleurs, hein, je pense à l'uranium ou le plutonium sur des dizaines de milliers d'années. Donc ça reste dangereux, actif pendant des milliers d'années en fait. C'est pas le cas ici de l'argent, puisque là on est sur à l'échelle de une année, 1 ou 2 années. Et enfin le dernier exercice sur un mécanisme réactionnel. Donc on vous donne une réaction chimique, N2O5 qui se transforme en 1,5 de O2 plus 2NO2 avec une constante de vitesse K. Et on vous propose un mécanisme réactionnel avec 1, 2, 3, 4 étapes. Et on vous demande d'en déduire l'expression de K en fonction de K1', K2, K3, K1 et de l'ordre global effectivement de la réaction. Alors ça c'est l'équation bilan. On va donc définir la vitesse de cette réaction bilan.
Alors on peut la définir avec 1, 2, 3, avec les 3, alors avec le réactif N2O5 ou les produits O2 et NO2, donc ça vous fait pas de mal de revoir ça. Et la loi empirique, donc c'est K fois la concentration d'N2O5 puissance alpha. Et alpha, on ne sait pas ce que c'est. Et K, on va essayer de l'exprimer avec le reste. Alors dans un mécanisme réactionnel, on vous donne forcément des réactions chimiques, bien sûr, mais des actes élémentaires. C'est-à-dire que implicitement, bon souvent c'est rappelé dans l'énoncé, implicitement dans le mécanisme, les réactions sont forcément d'ordre 1 par rapport à chaque réactif. Donc par exemple pour la première, c'est forcément d'ordre 1 pour N2O5. Donc V1 égale K1 fois la concentration d'N2O5. Voilà. V1 étant la vitesse de cette étape 1. Mais V1, c'est aussi moins d sur dt de la concentration d'N2O5 plus d sur dt de la concentration de NO2. Bon, je l'ai écrit à chaque fois, je ne vais pas tout énoncer. Pour l'étape 1', vous avez compris, c'est la même que 1, mais dans l'autre sens. Donc là, V1', c'est K1', NO2 fois NO3, ordre 1, ordre 1, par rapport à chaque réactif. Et V1', vous pouvez le définir par rapport à NO2, NO3, NO5, donc j'ai tout écrit. L'étape 2, pareil. Donc V2, c'est K2, NO2, NO3. Puis ensuite V2, vous pouvez la définir avec les 5, j'ai tout écrit. Et la troisième, donc V3, c'est K3, NO fois N2O5, ordre 1, ordre 1, par rapport à chaque réactif. Et vous la définissez, V3, comme d'habitude, avec les 3. Alors attention ici, vu qu'il y a un 3, on a un tiers ici. Bien. Alors ensuite, dans le mécanisme réactionnel, on va donc l'utiliser. Alors comment? Alors dans l'équation de bilan, vous avez 3 constituants. Alors lequel on choisit? Lequel on choisit pour exploiter le... Donc on va utiliser cette définition, celle-là ou celle-là. Lequel on choisit? En pratique, on choisit celui qui apparaît le moins souvent dans le mécanisme pour que les calculs soient les plus simples et les plus rapides. Et on constate que c'est O2. En effet, si vous regardez, O2, c'est pas dans la 1, c'est pas dans la 1', c'est dans la 2 et pas dans la 3. Donc O2 n'apparaît qu'une seule fois. Ça veut dire qu'avec le mécanisme réactionnel, on va exprimer donc la vitesse de la réaction globale, c'est ce qui nous intéresse, avec 2 fois la dérivée de la concentration de O2 par rapport au temps. Et pourquoi on choisit O2? Parce que O2 n'apparaît qu'une fois dans le mécanisme, donc on aura un seul terme à exprimer. Alors en effet, O2 n'apparaît que dans l'acte élémentaire 2, et donc V2, c'est la dérivée de O2 par rapport au temps. Donc on écrira que V, c'est 2 fois la dérivée par rapport au temps de la concentration de O2, donc 2 fois V2. Donc 2 fois K2, NO2, NO3. Voilà. Alors c'est pas fini, mais en tout cas, c'est la première étape. Donc la vitesse V de la réaction globale, on l'exprime en utilisant le constituant O2, parce qu'il n'apparaît qu'une seule fois dans le mécanisme, donc c'est 2 fois V2, et V2, c'est K2, NO2, NO3. Alors maintenant, évidemment, il faut exprimer le produit NO2, NO3 en fonction de N2O5 pour pouvoir se ramener à l'expression de V qui est ici, avec la loi empirique qui est ici, pour trouver la valeur de alpha et l'expression de K. Là, normalement, il ne nous reste plus qu'à utiliser, deuxième étape, l'AEQS, donc l'approximation d'un état quasi stationnaire. On appelle ça aussi le principe de Bodenstein, c'est-à-dire qu'il y a dans le mécanisme un ou plusieurs constituants qui en fait sont intermédiaires, c'est-à-dire n'apparaissent pas dans le bilan final. C'est le cas de NO3. Alors il n'y a pas que NO3, mais c'est le cas de NO3. Donc l'espèce NO3, elle est dans le mécanisme, mais elle n'est pas dans le bilan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un constituant dans un état stationnaire ou quasi stationnaire, c'est-à-dire que sa dérivée par rapport au temps de sa concentration vaut 0. C'est-à-dire que dès qu'il apparaît, il est consommé, et donc globalement, c'est pour ça qu'il n'intervient pas dans le bilan. Donc la dérivée par rapport au temps de la concentration de NO3 est donc égale à 0. Et pour exprimer NO3, il faut voir dans le mécanisme où il intervient. Alors il intervient 3 fois, je crois. Voilà, donc il intervient ici, ici, dans la 1, dans la 1', dans la 2, mais pas dans la 3. Donc pour exprimer la dérivée de NO3 par rapport au temps, il y aura donc 3 termes. Donc 0 égale, donc là il apparaît. Donc là ce terme-là, c'est la dérivée de NO3 par rapport au temps qui est positive, donc c'est une partie de la dérivée par rapport au temps, et c'est la partie positive. On voit que c'est égal à V1. Donc la dérivée de NO3 par rapport au temps, donc déjà il y a bien 1, donc il y aura V1, donc K1, N2O5. Là il disparaît. Donc là effectivement, moins dNO3 sur dt. Donc on aura moins V1', donc moins K1', NO2, NO3. Et enfin, ici il disparaît, donc encore une fois un terme négatif, moins dNO3 sur dt, avec un coefficient de 1, donc moins V2, donc moins K2, NO2, NO3.
Donc voilà pourquoi la dérivée par rapport au temps de la concentration de NO3, qui est égale à 0, c'est donc égal à V1 moins V1' moins V2. C'est-à-dire que la dérivée par rapport au temps de la concentration de NO3 fait intervenir 3 termes. Un terme positif V1 et 2 termes négatifs, parce que NO3 disparaît, V1' et V2. Vous avez juste à remplacer V1, V1', V2 par ce qu'on a écrit. Et au miracle, en factorisant, ça vous donne bien NO2 et NO5 en fonction d'N2O5. Voilà, c'est bien ce qu'on avait besoin ici pour exprimer V. Il n'y a plus qu'à remplacer, il n'y a plus qu'à conclure. Donc V, c'est 2K1K2 sur K1' plus K2, N2O5. Donc en identifiant avec la loi empirique de départ, donc alpha égale 1. Donc on a un ordre 1 par rapport à N2O5, donc un ordre 1 pour la réaction globale, parce qu'il y a un seul réactif. Et la constante K globale, en fait, c'est 2K1K2 sur K1' plus K2, avec K1, K2 et K1', donc des constantes qui interviennent dans le mécanisme réactionnel. On constate que K3 n'intervient pas. Donc on dit que l'étape 3 n'est pas une étape prédominante dans la cinétique, donc la constante de vitesse K3 n'intervient pas. Bon bah voilà, on a terminé donc ce qu'il faut savoir sur l'utilisation et l'exploitation d'un mécanisme réactionnel en cinétique, et on a terminé les révisions de cinétique et les révisions donc de première année. Donc maintenant à vous de jouer, c'est à vous d'intervenir à travers des questions, si vous manque des documents, si vous avez des choses que vous n'avez pas bien comprises, mais en tout cas, moi j'estime avoir fini le programme de PSI évidemment et les révisions de première année. Bon courage à vous!